Ndamahoro, nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de paix véritable tant que la moitié de la population, composée des femmes et des filles, reste encore exposée à la violence alors qu'elle est encore exclue des espaces de décision. C'est cette conviction qui guide nos actions. Même si nous ne faisons pas partie de ceux qui décident, nous faisons le suivi des conditions de vie des femmes et des filles et de tous les défis qui s'opposent à leur épanouissement, et nous attirons l'attention des dirigeants et de la communauté tant nationale qu'internationale. Nous sensibilisons aussi les femmes pour qu'elles soient informées de leurs droits et de leurs devoirs civiques et qu'elles ne restent pas les bras croisés attendant leur secours. Alors, dans un espace civique verrouillé, où les femmes restent encore contraintes au silence face aux violences qu'elles subissent, par peur de représailles ou de stigmatisation, la résolution de ce problème de violence basée sur le genre et surtout en temps de crise tel qu'on le voit aujourd'hui au Burundi, elle reste très lointaine. Il devient difficile en effet d'envisager quelque forme de protection que ce soit lorsque le mal à résoudre ne peut pas être dénoncé librement. Alors, la peur qu'ont ces femmes n'est pas irrationnelle. Elle vient d'une part des expériences vécues par nombreuses d'entre elles et d'autre part des règles socio-culturelles qui imposent le silence sur certains sujets. Et ce qui arrive, c'est ce qui suit, par exemple. Il y a la peur de représailles. Vu que ceux qui sont proches du pouvoir, de la base au sommet, deviennent intouchables, alors que très souvent ce sont eux-mêmes les auteurs de ces crimes, les accusateurs deviennent souvent les coupables. On a aussi la peur de la stigmatisation dans la société traditionnelle où la violence sexuelle est un sujet tabou dont il ne fallait pas parler, et cela reste encore vrai aujourd'hui pour une bonne partie de la population, surtout en milieu rural, mais même urbain, ça arrive. Les femmes ne vont donc pas dénoncer spontanément et aisément parce que la société ne les y encourage pas. C'est pourquoi nous pensons aux solidarités de proximité telles que 1. La création de réseaux de femmes et de filles dans les communautés où elles peuvent échanger aisément, en toute confiance et confidentialité, pour échanger les expériences, s'encourager les unes les autres et s'entraider à porter les fardeaux qui s'imposent. Cela favorise le renforcement du dialogue intergénérationnel entre les mères et les filles, qui peut aussi être très utile dans une telle situation. On peut aussi créer des points focaux communautaires, des personnes formées à l'écoute confidentielle qui sont dans toutes les communautés et qui peuvent secourir les victimes de ce genre de violence. Troisièmement, il peut y avoir les systèmes d'accompagnement par les pairs, où des jeunes sensibilisés et des survivantes se retrouvent, et surtout de même âge, ceux qui ont déjà été soutenus, pouvant aider les autres, et ceux qui sont en détresse savent qu'ils peuvent s'adresser à leur père sans aucune crainte. Ça, c'est un autre moyen qui peut aider à secourir les victimes. Il y a aussi la possibilité de renforcer et de bâtir sur les responsables des communautés locales. Parfois, il y a les comités collinaires, il y a les groupes religieux, il y a les comités coutumiers, notamment les médiateurs, ceux qui font la réconciliation dans la communauté, et ils ont tous généralement une légitimité morale
pour désamorcer la stigmatisation de ces victimes plutôt que de la renforcer. C'est un soutien très important. On a aussi un autre atout qu'on peut utiliser si on peut développer le dialogue entre les hommes et les femmes au sein de la communauté pour impulser la masculinité positive. Les hommes et les femmes se rencontrent régulièrement pour discuter de ces problèmes. Ainsi, ça sensibilise les hommes à prendre en main ce problème de violence basée sur le genre pour qu'ils puissent le défendre, et cela devient plus gérable. On a ainsi un cadre pas formel, pas officiel, enfin, officiel oui, mais pas formel, où il y a moyen de secourir ces victimes de ces violences en attendant que les systèmes plus formels soient mis en place. Alors, dans cet espace civique verrouillé, ce sont généralement ces solidarités à la base qui peuvent propulser le premier pas vers la protection. Bon, s'agissant des principaux obstacles, vous l'avez dit vous-même, il y a premièrement la stigmatisation qui les décourage. Il y a aussi l'impunité. Il y a aussi la lenteur et le coût de la justice, ainsi que le manque de services intégrés. Lorsqu'une survivante réalise qu'elle devra passer d'un endroit à un autre et à un autre encore, racontant la même histoire, revenant sur tout ce qui lui est arrivé, ça la décourage à prendre le premier pas et à aller chercher secours. Donc, c'est vraiment difficile pour ces victimes et je crois que tout le monde devrait le comprendre. Un autre obstacle est qu'en période de tension politique comme celle que vit actuellement le Burundi, ces violences passent souvent au second plan. Elles ne sont pas importantes, c'est pas important, ça a toujours été comme ça, vous le savez, on l'entend souvent, hein? Ça a toujours été comme ça a toujours existé. Donc, les victimes ne sont pas facilement secourues et les organisations qui les documentent voient leurs espaces se réduire parce que c'est un problème minimisé qui n'est pas vraiment très important. Un autre obstacle, euh, c'est vraiment le fait que les dirigeants au sommet ne prennent pas cette question en main. Et cela fait que lorsque les dirigeants ne prennent pas cette question en main, ça veut dire que les dirigeants à la base ne vont jamais se préoccuper de trouver la solution à ce genre de problème, parce que ce n'est pas un problème majeur dans la politique nationale. Alors, quelles sont les actions qui peuvent être proposées pour aider ces victimes? La première chose exactement, c'est cet engagement. On a besoin d'un plus grand engagement des dirigeants du pays, au plus haut niveau, pour porter cette problématique au centre de leur vision et de leur politique et de faire de la promotion de la protection des droits des femmes une priorité de tout programme ou projet adopté par le pays. Ça, c'est vraiment la première chose. Tant que eux, ils n'auront pas pris cette problématique en main, nous n'allons pas loin parce que il n'y a personne qui demande des comptes, il n'y a personne qui exige et cela devient qui veut le fait. Et c'est pas comme ça que ça doit se faire. Alors, si on pouvait créer aussi des guichets uniques combinant notamment les soins, l'accompagnement psychosocial et l'appui juridique pour que les victimes n'aillent pas de point en point en train de répéter les mêmes histoires, ça pourrait les encourager à aller chercher secours. L'autre point très important, c'est de tout faire pour que tous ces services soient gratuits. C'est important parce que les conditions de vie, l'autonomie
économique de ces victimes n'est pas toujours très importante. Donc, la gratuité serait très importante, mais pas seulement une gratuité proclamée, une gratuité décrétée, mais une gratuité effective. Alors, on serait aussi très heureux de voir la mise en place de mécanismes de réparation et pas seulement une réponse pénale. C'est bon de porter secours, d'amener devant la justice les victimes, mais ça serait encore mieux de faire justice et aussi d'ajouter la réparation. C'est très important pour ces victimes. Le mouvement Inamahoro œuvre effectivement pour la paix et la sécurité. Et comme nous ne cessons de le dire, sans inclusivité, la paix ne peut pas être durable. Alors, la question relative à la participation des femmes dans les espaces de prise de décision étant encore non réglée au Burundi, où même les instruments adoptés peinent à être mis en œuvre et les espaces officiels restent limités, les femmes et les jeunes filles doivent porter le dialogue au quotidien, au niveau des ménages, des collines, des quartiers, des écoles, du marché, du voisinage, etc. Et c'est là où nous nous retrouvons, les femmes et les filles du mouvement Inamahoro et toutes les autres femmes et filles. Nous avons ce devoir de porter le dialogue au quotidien. C'est ce leadership informel qu'on développe qui prépare une participation plus forte quand les espaces se seront ouverts. Alors, à notre niveau, qu'est-ce que nous disons aux femmes? Parce que c'est à elles que nous nous adressons d'abord. Ce que nous disons aux femmes et filles, premièrement, les femmes et filles qui ont vécu ou non ce calvaire de violence basée sur le genre. Ce que nous leur disons, c'est quoi? Votre voix compte. Votre sécurité n'est pas négociable. Vous n'êtes pas seul. Ce qui vous arrive n'est jamais de votre faute. Le silence ne doit jamais être le prix de votre dignité. Le mouvement Inamahoro vous soutient, vous encourage à oser chercher secours et soutien. Osez vous appuyer sur celles qui vous entourent et savoir que chaque pas que vous faites pour sortir du silence et œuvrer à la solidarité renforce toutes les autres. C'est vous-même les actrices de la paix et pas seulement des victimes et des personnes à protéger. C'est ce message que nous adressons à ces femmes et c'est ce message que nous nous adressons nous aussi au mouvement Inamahoro. Nous devons savoir et vraiment nous le savons que c'est notre travail, que c'est notre engagement. Nous ne devons pas nous taire, nous ne pouvons pas voir les femmes subir des violences et nous taire, nous devons sensibiliser autant que nous pouvons. Nous ne sensibilisons pas seulement les autres acteurs, mais principalement les femmes d'abord, pour qu'elles sachent que nous ne sommes pas juste des victimes ou des personnes qui ont besoin de protection, des bénéficiaires, mais d'abord des actrices. Nous sommes des actrices de la paix. Nous sommes des actrices de la paix et nous devons savoir quel est notre rôle et ainsi le jouer parce que c'est ça qui fera que le pays ne va pas rester bloqué indéfiniment. Il y aura un jour où ce sera possible que les femmes sortent de leur là où elles sont enfermées, je peux dire, pour pouvoir montrer ce dont elles sont capables et montrer ce qu'elles peuvent faire parce que c'est ça qu'elles font là où elles peuvent arriver, là où elles sont dans les communautés. Nous sommes là en sachant que nous avons à donner et nous le donnons autant que nous pouvons pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la solidarité, pour qu'il y ait la primauté du droit, pour qu'il n'y ait plus d'impunité, pour qu'il y ait la justice et que toutes les catégories de la population, y compris les femmes et les filles, puissent accéder à la jouissance de leurs droits. Alors, nous ne nous arrêtons pas à parler aux femmes.
En tant que femmes, nous parlons aussi aux communautés. Et qu'est-ce que nous disons aux communautés? Nous disons aux communautés que la paix durable ne se construit pas sans les femmes. Il faut qu'elles sachent. Les femmes constituent plus de la moitié de la population. Et sans elles, la paix durable n'est pas possible. Ce sont les femmes qui portent la vie, qui éduquent la société. Et leur rôle dans la famille, dans la communauté, dans le pays ne saurait être ignoré. Alors, toutes les communautés doivent donc intégrer absolument la voix des femmes, leurs forces, leurs idées pour garantir un avenir juste, stable et sûr pour toute la communauté et pour tout le pays. Et nous adressons aussi des messages aux décideurs. Nous avons cette responsabilité de leur rappeler que l'état de droit ne se reconnaît pas aux portes qu'il ferme, mais aux talents qu'il laisse éclore. Fermer l'espace civique, c'est priver la nation de la moitié de son intelligence et de son énergie. Alors, nous disons aux décideurs, ouvrez la porte aux femmes et vous aurez ouvert la voie à la paix durable. Alors, pour nous, le mouvement Inamahoro, nous restons engagés aux côtés des survivantes, des femmes et des jeunes filles, pour que leur voix compte, pour que leur sécurité soit garantie et que leur cohésion sociale se construise avec elles et non sans elles. Nous exhortons chaque communauté et chaque décideur à faire de cet engagement une priorité partagée.